Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Saint, chaman et pasteur. La religion populaire des Mayas, 2. Saint, chaman et pasteur. La religion populaire des Mayas, 2. Michel Bocara. À Pascal, qui m'a donné l'idée d'écrire ce nouveau livre. L'Harmattan. Extrait des publications de l'auteur. Entre métamorphose et sacrifice. La religion populaire des Mayas. Paris, L'Harmattan, 1990. La part animale de l'homme. Esquisse d'une théorie du mythe et du chamanisme. Paris, Anthropos, 2002. En collaboration. Le mythe, pratique, récit, théorie, 4 volumes. Paris, Anthropos, 2004. Avec Pascal Barthélémy. La cuisine maya, Paris, Ductus Psychanalyse. Et pratique sociale, 2007. Film. Mémoire des Mayas, 12 DVD parus, CNRS, Paris, 1991 à 2009. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-296 54 999 9. EAN 9 782 296 549 999. Remerciements. Le nombre de personnes que je devrais remercier s'est accru avec les années. Depuis ce jour de novembre 1976 où j'ai pour la première fois foulé la terre maya. Ainsi ces remerciements garderont une forme collective puisqu'après tout, nous deviendrons tous, un jour ou l'autre, des ancêtres. Ce sont tout d'abord mes amis mayas qui, en partageant leur vie avec moi, m'ont adopté comme un des leurs et m'ont transmis une partie de leurs connaissances. C'est ensuite ma famille qui a partagé avec moi les joies et les peines de mon immersion en pays maya. Enfin, les soutiens divers et multiples, formels et informels en France et au Mexique, qui m'ont permis de poursuivre mon travail dans les meilleures conditions possibles. Je les embrasse tous et Dieu reconnaîtra les siens. Prologue 1. Nouvelle réponse à l'oiseau serpe 2. Il y a 20 ans paraissait le premier volume de la religion populaire des Mayas. Entre métamorphose et sacrifice, dont ce livre est la suite. Un de mes points de départ était le récit d'un rêve qui mettait en scène l'apparition d'un gigantesque oiseau-serpent, qui s'adressait à ses frères humains en leur demandant de rétablir la communication 3. C'est la communication qui a été le fil conducteur de mon travail, pendant ces 20 années. J'ai pris au mot l'oiseau-serpe, et j'ai travaillé au rétablissement de la communication entre lui et nous. L'oiseau-serpe est un représentant des images très anciennes et toujours nouvelles que nous ont transmises nos ancêtres. Il est le flux mythique du vivant, qu'il s'agit de saisir et de continuer à faire circuler en nous et dans les sociétés humaines. Ce second livre est donc, comme le premier, un développement de ma réponse à l'appel de l'oiseau-serpe. En particulier, 3 thèmes sont directement issus de ce mythe 4. Par mythe, je le rappelle 5, j'entends une réalité vivante dont la nature psychique renforce sa capacité à agir au cœur du social. 1. L'apostrophe Akab Tsib, écriture obscure ou écriture de la nuit des anciens Mayas, que les archéologues appellent écriture glyphique, voir chapitre 4. 2. Le cordon ombilical de la mère cosmique et le lien de la société maya avec le féminin. La seconde partie de mon rêve, que je ne racontais pas dans mon premier récit, met en scène la femme inconnue, l'éternel retour de la mère aux multiples visages, voir chapitres 1, 2 et 6. 3. Le vécu mythique et son rapport à l'histoire. Toute nouvelle période historique est à la fois une rupture, pensée comme une coupure du cordon ombilical cosmique, et l'actualisation d'un événement originel. Mythe et histoire sont 2 catégories indissociables. Ainsi, des personnages mythiques comme la louche, la Ixtabay, le Weikot renvoient à des constellations historiques. Ils sont, au sens propre, de l'ancien futur, dans la mesure où la matrice du mythe actualise et intègre constamment les nouveaux événements.
À Lalouche ou Arouche 6, on prononce indifféremment l'un ou l'autre. Idole d'origine coloniale mais aux racines préhispaniques, surveille jardins en forêt et terrains de chasse. C'est le premier écologiste, bien avant l'émergence de l'écologie moderne. B. La Ixtabay, maîtresse de l'amour et des relations sexuelles, donne à chacun selon son désir et annonce une société où les relations homme-femme deviennent plus égalitaires. 7. C. Le Weikot fait le lien entre les rapts préhispaniques alimentant les sacrifices humains, la naissance du commerce et les modernes trafics d'organes. 8. D'un livre à l'autre. Il est un sujet qui m'avait complètement échappé dans mes travaux antérieurs. C'est l'importance de l'influence de la culture de l'Afrique noire dans la religion maya coloniale et contemporaine. Les faits abondent mais les préjugés sont têtus. Dès que l'on considère la société maya comme un métissage non de 2 mais de 3 groupes, les blancs, les mayas et les noirs, on découvre alors une foule de documents qui mettent en valeur cette place des Noirs africains dans la culture yucatèque. Un exemple parmi tant d'autres. Un des plus anciens documents sur une cérémonie destinée à faire tomber la pluie, datant de 1787, met en scène un Ashmen d'origine africaine, chapitre 4. C'est lors d'un séjour en Martinique, invité par le musée d'archéologie de Fort-de-France, que j'ai pris conscience de cet oubli. J'ai présenté là-bas mes travaux sur les Mayas et j'ai rencontré un accueil enthousiaste. Les Martiniquais voyaient dans la société maya un moyen d'échapper au clivage noir-blanc de leur société. Ils percevaient aussi les relations communes entre la culture caraïbe préhispanique et la culture maya. Nos ancêtres les Mayas, me disaient-ils. J'ai étudié depuis les relations entre la culture yucatèque et différentes cultures latino-américaines qui, à des degrés différents, présentent ce triple métissage. La santeria cubaine, le candomblé brésilien, la vaudou haïtien. J'y ai trouvé des différences notables, mais aussi beaucoup de points communs. L'anthropologie a toujours eu beaucoup de mal à comprendre les phénomènes métis. Comme Proust est parti à la recherche du temps perdu, l'anthropologue recherche le bon sauvage, la pureté originelle. L'anthropologie est à la croisée des chemins. Arrivera-t-elle à sortir des ornières coloniales en se débarrassant des préjugés ethnocentriques ? Pour prendre un exemple parmi tant d'autres, comment rendre compte de la complexité du phénomène chamanique si l'on continue à penser que la transe n'existe pas et qu'elle est une habile simulation ? Les travaux des neurologues s'appuyant sur l'imagerie cérébrale permettent aujourd'hui de montrer que la transe entraîne un état modifié du cerveau. Il nous reste bien sûr le principal, interpréter ces images. Lire, c'est interpréter. Un oiseau-serpe est toujours écrit en un seul mot. Deux oiseaux-serpes, en un seul mot, est le nom de l'archétype ou image source, serpent à plumes, la traduction littérale du maya. Le dragon, par exemple, est aussi une forme culturelle de l'archétype de l'oiseau-serpe. 3. La religion populaire des Mayas, page 42 et infra, chapitre 1. 4. Ces thèmes ont été développés dans des publications antérieures. En particulier à Cab Tsib, Lettres de nuit des Mayas, 1997, et Los Laberindos Sonoros, volume 5. 5. Pour des développements sur la théorie du mythe, je renvoie à mon livre La part animale de l'homme, 2002. 6. Les labyrinthes sonores, volume 7, petits personnages d'argile, de cire, de pierre ou de pâte. 7. Les labyrinthes sonores, volume 3. 8. Les labyrinthes sonores, volume 6. Chapitre 1. Les leçons de Kukulkan 9. 1. L'appel de l'oiseau-serpe. Si vous avez été là-bas, c'est que vous avez une mission à remplir. Peut-être pas pour ce siècle-ci, mais ce que vous allez voir, vous serez amené à vous en servir dans 2 ou 3 siècles quand vous y reviendrez. Vous ne pensez pas ? Il souriait et me regardait dans les yeux. Je venais de projeter environ 1 heure de rush d'une cérémonie de la pluie au Yucatan, et l'oracle tombait. L'oracle, à condition que j'y croie 10. Après avoir étudié les textes des anciens Shilamons, je m'étais familiarisé avec une conception du temps assez différente de celle qui accourt dans notre monde ordinaire. Pour les Shilams, futur et passé coexistent dans un impossible présent. L'ancien futur 12. Mais de là à partager le discours de mon interlocuteur quelques années plus tard, en écrivant mon premier livre sur les Mayas, je me suis souvenu d'un rêve étrange que j'avais fait le 4 juillet 1973. Je venais d'avoir 18 ans et je ne connaissais presque rien des Mayas,
sauf peut-être cette phrase d'Apollinaire qui termine la lettre océan des calligrammes. Athanagore et ses frères. L'extraordinaire légende d'Athanagore. Sur l'écran apparaît Athanagore, oiseau-serpent vrombissant immense, l'apparence d'un oiseau dans le corps d'un serpent. Athanagore s'est mis en liaison avec nous, ses frères, les êtres pensants. Il nous parle de l'autre côté du temps. Lui est immortel. Nous sommes nés trop tôt et courons après l'immortalité. Nous mourrons. Et devrons pour revivre casser un mur de pierre, lequel mur de pierre est incassable. Mais un espoir demeure. Comme nous avons rompu la communication, la seule ressource d'Athanagore est de couper l'énergie terrestre, chantage nous obligeant à rétablir le contact. Une femme inconnue qui se met à l'abri dans mes bras. Et que j'aime. Elle est belle et nos baisers sont comme un long poème d'Éluard. D'ailleurs, nous manifestons l'intention de vivre ce poème 14. Il y a aussi un mystérieux poème que j'écrivais, qui coulait comme une source et je ne pouvais pas me réveiller pour noter sinon le rêve s'interrompt, paix, tout s'évanouissait. Le bruit de l'oiseau, c'est le bruit du cataclysme atomique de Malvy le 15. Lorsque j'ai publié ce rêve, j'ai omis la seconde partie que je trouvais hors sujet. Je n'avais pas encore compris qu'elle me fournissait les clés de la première partie du rêve, elle traduisait le langage de l'oiseau-serpe. Figure 1, dessin du rêve de l'oiseau-serpe. Dessin de Flo Villasec, à partir de l'original. C'est encore Apollinaire qui m'a permis de comprendre cette seconde partie, j'expliquerai dans un instant comme. Mais revenons à l'oiseau-serpe. Une des divinités principales des Mayas, la chose est bien connue, est un oiseau-serpent, Quetzalcoatl en langue mexicaine et Kukulkan 16 en langue maya. L'un et l'autre nom se traduisent par serpent à plumes, comme dans le roman de D.H. Lawrence. Les serpents à plumes d'aujourd'hui ont l'apparence de grands dragons. Nourris pendant des années au fond d'une grotte, ils s'envolent un beau soir en période de canicule, et ceux qui ont de la chance peuvent les voir s'éloigner lentement dans le beau ciel d'été. La chose est rare mais on m'a déjà raconté le fait. Des dessins gravés dans la pierre il y a plus de 2000 ans indiquent déjà la fascination éprouvée par les Mayas pour cette étrange créature. Mais quel est le secret de ce bel oiseau auprès duquel le phénix est un pâle volatile? Lors de rituels dynastiques dont nous ne possédons plus que des images accompagnées de légendes succinctes, l'oiseau-serpe, après avoir reçu une offrande de sang, descendait près du souverain ou de la souveraine et lui murmurait à l'oreille des mots qu'il, elle, était la seule à comprendre. De quoi vous parlait-il, belle Lady Xoc, lorsque vous vous ouvriez les veines pour l'appeler un matin de juillet 681? Qui nous traduira le langage de l'oiseau-serpe? Le reflet des anges. Je venais de terminer un exposé, dans les salons de l'Institut des langues orientales, sur le langage des oiseaux dans la tradition iranienne, et je lisais un extrait du Fou d'Elsa d'Aragon qui se rapporte justement à cette tradition, lorsqu'une de mes amies me demanda « Et Apollinaire ?» Je souris. Je n'avais pas évoqué Apollinaire, mais j'avais un exemplaire de calligramme dans mon sac, je le posai sur la table. « Ouvre-le, me dit mon ami. » J'ouvris et voici ce que je vis. Figure 2, Cœur, couronne et miroir, extrait de calligramme de Guillaume Apollinaire. Je compris alors la seconde partie de mon rêve. En effet, à la fin du Langage des oiseaux, poème de Farauddin Attar et un des joyaux de la littérature persane, les rescapés de la quête d'amour arrivent enfin au port et lorsqu'ils demandent à voir leur roi, objet de leur amour, on leur présente un miroir. C'est ce miroir que nous donne à voir Apollinaire dans un poème intitulé « Cœur, couronne et miroir ». Le langage des oiseaux est un langage d'amour, et les soufis pensent que l'amour est la plus haute connaissance. Ainsi, l'histoire d'amour et le poème d'Éluard sont dans mon rêve, la traduction du langage de l'oiseau-serpe, l'amour, la poésie. Mais bien sûr, comme l'a déjà écrit Nietzsche, il y a plusieurs sens, souvent opposés, du mot amour. L'amour du pouvoir par exemple, dont on peut supposer qu'il animait la quête de Lady Xoc, dont le nom veut dire requin, et qu'une tradition coloniale propose comme source de l'anglais shark. Quelques 15 ans plus tard, une nuit de septembre 1990, je fis un nouveau rêve où cette fois-ci Guillaume entrait en scène. Moi, Guillaume Apollinaire. Je suis en train de lire un poème d'Apollinaire. On me demande comment je m'appelle et je dis « Guillaume Apollinaire ». Me vient alors l'idée de monter un stratagème.
Je suis le petit-fils du poète et je suis en train de préparer une édition de calligramme d'après le véritable manuscrit laissé par l'auteur. D'ailleurs, Apollinaire a laissé une œuvre très abondante en 8 volumes où se trouve bon nombre d'inédits et notamment des écrits de sciences sociales qui font d'Apollinaire un sociologue précurseur d'un grand nombre d'idées modernes 18. L'émotion que je ressens alors en disant que je suis Guillaume Apollinaire est si forte que je crois à mon mensonge. Après tout, je suis peut-être bien en train de retrouver les œuvres perdues d'Apollinaire et de les éditer. Je me souviens de cette phrase des colchiques, les colchiques filaient de leur filet. Il est donc possible que mon père soit en fait mon fils et que je sois le retour de Guillaume Apollinaire comme dans un grand nombre de sociétés traditionnelles, où le petit-fils est le retour du grand-père. Ce rêve affirme l'unité à travers Apollinaire, du thème des Mayas et de celui de l'amour, dont en mon adolescence, le rêve de l'oiseau-serpe était une préfiguration. Que je l'ai fait à Matmata, mer des Dattes, dans le sud tunisien, pays de mes ancêtres, renforce son étrange couleur temporelle, analogue à l'ancien futur d'Eschilam. Guillaume qui, comme les Mayas, aimait la guerre et sa poésie. Guillaume le mal-aimé, si tu avais comme les Mayas connu le chant des roses, le kei nicté que certaines faiseuses pratiquent encore, tu aurais pu garder près de toi Lou ou la belle et sage Madeleine. Pauvre Guillaume, malade et adoré, tu avais déjà entendu en ce jour de mai 1917 où les fusées des obus donnaient leur feu d'artifice, l'appel de l'oiseau-serpe, celui de la lèvre hirondelle, le chant qui vient d'elle, disent les amants. Si un soir de mai, de préférence lorsque la lune est pleine, vous vous promenez dans la forêt maya et que vous entendez un bourdonnement léger mais persistant qui évoque celui d'un essaim d'abeilles ivres, ne cherchez pas, c'est lui, l'oiseau-serpe, il vient vous parler, et si votre chemin a du cœur, vous saurez comment lui répondre. Et puis, quelques années plus tard, alors que je faisais dans la ville de Campeche des recherches sur l'histoire du village de Nunkini, je tombai sur un livre qui aussitôt me captiva. Il s'appelait Secretos del Abuelo 19 et était l'œuvre de Jorge Miguel Cocom Pech. Cocom et Pech 20, Sotuta et Calquini, ces 2 capitales de province faisaient signe vers les 2 villages où je m'étais établi. Tabi, à 11 km à l'est de Sotuta et Nunkini à 9 km au nord de Calquini. Et à la page 90 de ce livre, voilà ce que je lus. En arrivant à l'orée des bois de Chour, je remarquai un animal en forme de serpent qui sautait d'une branche à l'autre, secouant la rosée des arbres. Je pus voir ensuite qu'il avait les ailes argentées. Maintenant que je me le rappelle, il me sembla que le reptile ailé cheminait à nos côtés et qu'il grandissait à chaque instant. Je ne sais quel étrange pouvoir me faisait continuer à avancer, et m'empêchait aussi de tourner la tête en arrière. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un me poussait à continuer en avant. Et pourtant, pendant cette promenade sous la pluie, je ne pensais à rien et je n'avais pas peur. Après avoir descendu une petite côte, nous nous trouvâmes face à un chemin qui formait un Y. C'est précisément à cet endroit que le serpent ailé, transformé en un animal énorme, passa silencieusement au-dessus de nous, illuminant le chemin envahi par les arbres. À partir de ce moment, je ne me suis plus rappelé de rien. 21. Jorge Miguel que j'allais rencontrer quelques années plus tard, et qui me conterait certains de ses secrets et pourquoi il était devenu chasseur d'aurores. 2 rêves et mythes. Le rêve a joué et joue toujours une place essentielle dans l'histoire des sociétés 22, bien que l'épistémologie scientifique ne lui ait pas toujours accordé la place royale à laquelle il a droit. Dans nos sociétés, il a été progressivement refoulé des pratiques sociales pour prendre la forme qui est encore la sienne de nos jours, un vécu nocturne dont au réveil il ne reste pas grand-chose. Même si certains penseurs, et non des moindres, ont centré leurs recherches sur le rêve, s'attachant à lui redonner tout son éclat, rares sont encore aujourd'hui les scientifiques qui travaillent avec leurs rêves bien que depuis les années 50, le rêve soit devenu un sujet d'étude des sciences dites exactes. Comme le notait Michel Jouvet dans un article déjà ancien, il n'y a guère plus de 20 ans en effet, que l'étude du rêve préoccupe les neurophysiologistes. Car l'auréole quasi mystique qui entourait ce phénomène psychique devait le maintenir longtemps hors de toute tentative d'approche expérimentale 23. Certes, c'est faire bon marché des approches expérimentales non neurologiques, mais c'est aussi marquer la jeunesse d'un intérêt qui ne s'est pas encore traduit par une inversion de perspective.
le rêve est toujours considéré comme un domaine mineur pour la connaissance sérieuse. Parmi les penseurs modernes, Freud est un des premiers à avoir redonné au rêve son statut épistémologique fondamental en déclarant que le rêve était la voie royale pour la découverte de l'inconscient. On ne peut réduire le travail de Freud à sa proposition la plus connue: tout rêve est la réalisation d'un désir. Sous sa forme étroite, cette proposition, comme tous les absolus, est contestable mais sous une forme élargie, elle indique bien le rôle essentiel du rêve dans ce domaine vital pour l'expérience humaine, le désir. Sans désir, pas d'enfant, pas de savoir et pas d'humanité. Mais si le rêve est une voie royale, qu'en est-il du mythe? Et plus précisément, quel rapport peut-on établir entre rêve et mythe? Karl Abraham, un des premiers disciples de Freud, membre de la confrérie de l'Anneau 24, s'est attaqué à ce problème dans un essai intitulé Rêve et mythe 25. Abraham part du principe que l'association du mythe à l'état de veille et du rêve à celui de sommeil n'est pas absolue. Nous ne rêvons pas qu'endormis. Il y a des rêves éveillés, page 7. Il développe dans ce texte un certain nombre de conceptions déjà esquissées par Freud, dès 189-1726. Il rappelle que les pensées du rêve sont empruntées à la réalité vigile, page 8, et indique que la notion freudienne de rêve typique permet d'établir un premier pont entre rêve et mythe. Freud considère comme typique un groupe de rêves qui renvoie à certains désirs communs à tous les hommes, et il a démontré que ces mêmes désirs fondent certains mythes, page 8, et en particulier le premier d'entre eux, celui d'Oedipe. Beaucoup d'hommes se sont déjà unis en rêve à leur mère, dit Freud, cité par Abraham, page 13. On touche ici au noyau de la théorie freudienne du rêve qu'Abraham applique au mythe. Tout rêve est la réalisation d'un désir. Noyau que l'on doit compléter en indiquant que ce désir est d'ordre sexuel et remonte à l'enfance. L'homme sexualise l'univers, page 16. Pour démontrer cela, Abraham s'appuie sur l'importance universelle du genre en grammaire. Or, la division sexuelle des genres grammaticaux est loin d'être générale 27, elle est simplement tendancielle dans les langues indo-européennes 28. Un autre volet de la réflexion d'Abraham porte sur l'interprétation. Le mythe, comme le rêve, doit être interprété et contient plus que son texte. Le mythe de Prométhée peut être raconté en peu de mots. L'interprétation qui nous a découvert le vrai sens de ces quelques mots en exige bien plus, et le vécu qu'expriment ces quelques mots est aussi bien plus profond. Il en est de même pour le rêve, car même court, il contient infiniment plus que son récit ne permet de le supposer. Page 32. L'interprétation permet de comprendre ce qu'Abraham et Freud considèrent comme un fragment dépassé de la vie psychique infantile. Le mythe tire son origine d'une période de la vie de la collectivité depuis longtemps révolue, et que nous pouvons appeler son enfance. Page 35. Il y a donc dans le mythe un refoulement collectif, page 36, parallèle au refoulement individuel que l'on trouve à l'œuvre dans le rêve. Abraham envisage ensuite les mécanismes à l'œuvre dans le mythe comme dans le rêve au nombre de 3. Condensation, déplacement et élaboration secondaire. Et reprenant ainsi les travaux de l'école allemande de mythologie comparée 29, il se centre sur le travail de condensation à l'œuvre dans le langage où, dans un mot, sont à l'œuvre des forces de synthèse psychique considérables. Il fait ainsi l'étymologie du mot grec pramanta, forme originelle de Prométhée, mot vers lequel viennent confluer les formes mata, membre viril, et mat, prendre, dérober, page 43. En conclusion, il propose de considérer la théorie freudienne comme une étymologie des manifestations psychiques, page 67. Si le rêve est un vécu nocturne dont au matin, il ne reste que des traces et que nous ne pouvons reconstruire que par l'analyse, le mythe apparaît d'abord comme un récit, souvent lié aux origines et déconnecté du vécu. Depuis 1981 et mes premières réflexions sur le vécu mythique 30, j'ai montré que confondre le mythe avec le récit mythique était faire la même erreur que confondre le rêve avec le récit du rêve. Il est en revanche plus fructueux de poursuivre le parallèle esquissé par Abraham et Freud entre rêve et mythe. En s'appuyant sur la notion de vécu, il m'est possible de reposer la question que se posait Alain Delrieux dans la table ronde sur le mythe évoqué plus haut, confère note 22. Pourquoi le rêve et non le mythe est-il la voie royale vers l'inconscient? À l'aune du vécu, il est souvent bien difficile de distinguer un rêve d'un mythe. Dumézil disait qu'il ne pouvait trouver de critères pour distinguer un conte d'un mythe.
En effet, une fois confondu mythe et récit mythique, la distinction devient impossible. Le récit mythique est la transformation en histoire d'un vécu, mais en l'absence de matériaux permettant de connaître ce vécu, le récit s'autonomise et devient fiction. Cette tendance du mythe à devenir fiction est ancienne et n'est pas liée à la dégénérescence du mythe, mais plutôt à la tendance fictionnelle de l'homme, fabricant d'outils et d'histoires. Tant du point de vue neurobiologique que du point de vue littéraire 31, le rêve, et avec lui le mythe, pourrait bien être le grand initiateur de cette tendance à créer des fictions. Les recueils anthropologiques de mythes ont tendance à éliminer les vécus et à ne recueillir que les récits. Ainsi, dans sa Simpson Mythology, Franz Boas 32 a recueilli des récits de vécus mythiques, mais si dans notre lecture de Boas, nous oublions ce qui les fonde, nous passons à côté de l'essence du mythe, du goût de la fraise pour n'en conserver que la structure 33. Et avec une anthropologie sans saveur, nous produisons une théorie sans sens, où la terre des mythes est ronde et le serpent cosmique se mord la queue. De ce point de vue, il nous faut compléter la proposition d'Abraham selon laquelle nous ne rêvons pas qu'endormis, en indiquant que les mythes n'appartiennent pas qu'au régime de veille. Les vécus mythiques ressemblent étrangement aux rêves lucides, c'est-à-dire aux rêves où l'on a conscience que l'on rêve. Dans la pratique, j'ai souvent eu du mal, en écoutant le récit d'un vécu mythique, à le distinguer du récit d'un rêve. Une autre affirmation discutable de l'analyse freudienne du rêve et du mythe est sa réduction à un fragment dépassé de la vie psychique infantile. Que cette enfance soit celle d'un individu, rêve, ou d'un peuple, mythe. Dans la capacité du mythe à organiser le réel, on retrouve cette capacité préformatrice du rêve sur laquelle mettent l'accent les neurobiologistes, mais transposée au niveau collectif. Le mythe vivant de la ruche, voir chapitre 2, permet de réguler l'écosystème comme celui de la Ixtabay régule les relations amoureuses. Le mythe du Weikot joue quant à lui un autre rôle. Il dénonce une exploitation réelle tout en proposant une théorie qui permet de comprendre le sens profond de la circulation des marchandises comme celui de la transformation de la force de travail en marchandise, de la réduction des travailleurs à des bras, que l'on retrouve dans l'expression brachero qui désigne les travailleurs mexicains émigrés souvent illégalement aux USA. Certes, ces mythes sont en train d'être dépassés, bien que les vécus qui les sous-tendent soient encore bien vivants, mais comme noyau pratique et théorique de la société maya, ils ont joué et jouent encore un rôle bien différent de celui de formes archaïques. D'autre part, la sagesse de ces mythes, la sagesse écologique de la ruche comme la sagesse marxiste du Weikot, est toujours d'actualité. Cette question du rapport entre narration et vécu a aussi été traitée par Walter Benjamin dans son essai sur le narrateur. Dans la tradition orale, le narrateur est encore complètement impliqué dans son récit. La parole vivante qui le constitue ne s'est pas encore transformée en littérature, le mythe n'est pas encore devenu récit mythique. La narration ne se dissocie pas encore du vécu qui lui a donné naissance, des circonstances dans lesquelles elle a été transmise. Tout vrai narrateur a tendance à commencer son histoire par une relation des circonstances dans lesquelles lui-même a appris ce qui va suivre, à moins de la faire passer pour une histoire vécue 34. Jung, d'abord disciple bien-aimé puis dissident maudit du freudisme, privilégie dans le rêve, le grand rêve du type de l'oiseau-serpe, en oubliant le vécu qui lui donna renaissance, c'est-à-dire dont la matrice du rêve ou du mythe se nourrit. Son erreur est symétrique de celle du structuralisme. Au lieu de privilégier la forme, la structure, il privilégie le contenu en l'hypostasiant. Cependant, toujours pour poursuivre notre dialogue avec les neurosciences, le rêve pourrait bien être non seulement le creuset où le futur de l'espèce se prépare, une mémoire vivante de l'espèce, mais aussi le creuset de la mémoire culturelle, en tant que la culture est une sous-espèce. Pensée d'ailleurs comme équivalente à une espèce animale, dans une théorie du totémisme élargi. Mais en même temps, le texte d'Abraham, contemporain de la courte lune de miel entre Freud et Jung, témoigne de la communauté de vue entre ces deux auteurs. Le concept de rêve-type n'est pas très éloigné des grands rêves. Plus près de nous, l'idée chère à Michel Jouvet, d'un rêve mémoire de l'espèce, permet aussi d'articuler la conception des archétypes sur une neurobiologie du futur. Pour revenir à la distinction entre rêve et mythe, très souvent, lorsque nous avons accès au vécu, il apparaît très difficile de décider s'il s'agit d'un rêve au sens moderne du terme ou d'un vécu mythique. La solution de cette énigme est la suivante.
Le rêve est un vécu mythique et c'est plutôt une typologie des rêves qui pourrait nous aider à mieux comprendre à quel type de vécu nous avons affaire. Ainsi les rêves lucides, rêves au cours desquels le rêveur a conscience qu'il rêve, renvoient au vécu mythique des chamans qui orientent leur voyage onirique dans l'autre monde et restent conscients jusqu'à leur réveil de ce qui leur est arrivé. Il peut y avoir aussi alternance de périodes de lucidité et d'oubli, sans que demeure la moindre trace au réveil de certains épisodes. On se souvient juste qu'on a oublié, comme le raconte Jorge Miguel à la fin de son récit d'Oiseau-Serpe. Le rêveur peut aussi se réveiller sans interrompre la continuité du vécu et passer d'une phase onirique à une phase spectaculaire, où il va mimer et mettre en scène, y compris en s'appuyant sur des trucs, incluant prestidigitation et ventriloquie, son voyage 35. En recentrant la distinction rêve-mythe sur une phénoménologie des vécus mythiques, il nous est alors possible d'accéder à une nouvelle compréhension du mythe et du rêve et de proposer dans une certaine mesure une synthèse des conceptions freudiennes et jungiennes. La notion de matrice mythique, que vient réactualiser le vécu et explique à la fois la permanence de certains contenus fondamentaux et le surgissement de formes nouvelles. Bien que toute forme nouvelle comporte quelque chose d'ancien, si nous arrivons à l'analyser suffisamment. Un rêve personnel peut donner naissance à un nouveau récit, voire à une nouvelle épopée. Ce rôle fondateur est particulièrement saisissant dans la fabrique moderne du récit avec des auteurs tels que Kafka ou Proust. Le problème fondamental est bien un problème de taxinomie, savoir à quel niveau classificatoire nous nous situons. Si, comme je le propose, le rêve est une espèce de mythe, alors rêve et mythe ne sont pas des catégories de même niveau classificatoire 36. Ce qui nous importe, au-delà des mots, c'est de montrer la continuité qui existe entre ce que nous appelons mythe et ce que nous appelons rêve, une fois que nous avons découvert le critère du vécu. La distinction fondamentale entre mythe et vécu mythique et ce recentrage du rêve sur le mythe permet de répondre à l'interrogation d'Abraham et de Freud. Mythe et rêve ou plus exactement récit de mythe et récit de rêve renvoient à la même matrice. Avec les récits, nous devons aussi traiter les autres formes d'expression. Les danses, le théâtre, les chants, les peintures et les dessins. Les sociétés ont trouvé des formes pour mettre en scène et harmoniser ces différentes expressions. Ce que nous appelons les rituels sont essentiellement des mises en scène de contenus oniriques et mythiques, des développements originaux de la matrice mythique actualisés selon les conditions de réalisation, à savoir le metteur en scène, le chaman et ses assistants, le groupe organisateur, les conditions sociales de production du rituel, voir chapitres 4 et 6. Comprendre les rapports entre rêve et mythe et leur relation avec les récits, c'est donc mettre en place une philosophie de l'expression où le récit n'est pas la seule forme d'expression du mythe mais s'articule sur les formes graphiques, chantées, dansées, ce que j'ai appelé le songestras, en un seul mot 37. Ce songestras est, au sens de Walter Benjamin, une narration. Du même coup, la relation entre mythe et rituel devient plus claire. Rituel et mythe ne sont pas des catégories taxinomiques de même niveau. Le rituel est la mise en scène de la matrice mythique et combine pour cela différentes formes d'expression. Cette matrice mythique n'est d'ailleurs pas toujours homogène et peut contenir des noyaux provenant de différentes traditions comme c'est le cas de manière exemplaire, pour la fête patronale yucatèque et son rituel central, la corrida, chapitre 6. 3 est l'interprétation du mythe de Kukulkan, le serpent à plumes. Si je reviens à présent au rêve qui a ouvert ce chapitre et qui a fondé mon expérience maya, je peux maintenant essayer de mieux le comprendre à la lumière de ces réflexions sur rêve et mythe. Si l'appel de l'oiseau-serpe m'est d'abord apparu comme un rêve, je vois bien aujourd'hui qu'il est aussi un mythe, c'est-à-dire que ce rêve renvoie à une matrice mythique complexe dont je peux essayer de démêler une partie seulement de l'écheveau. Une fois rapporté à mon expérience maya, il prend une nouvelle couleur. Il est interprété par la mythologie maya tout autant qu'il me permet d'interpréter la mythologie maya. L'oiseau-serpe aux ailes argentées. Le récit de Jorge Miguel Cocompèche, s'il fait référence à un oiseau-serpent, est assez différent du mien. L'oiseau n'apparaît pas sur un écran, mais chemine à ses côtés. Plusieurs caractéristiques permettent cependant de le rattacher à des formes connues. Il saute d'une branche à l'autre. Ce mode de déplacement est caractéristique de la Chahilcan, un serpent mythique associé à la Ixtabay, une des identités de la mer cosmique. Il grandit à chaque instant,
ce trait morphologique lui est commun avec d'autres êtres mythiques plutôt maléfiques comme le Saint Sinito, un monstre contemporain. Il ne parle pas mais a cependant une influence profonde sur Jorge Miguel. Il le pousse vers l'avant, l'empêchant de tourner sa tête en arrière, et il marque son destin. La vie de Jorge Miguel ne sera plus jamais la même après cette vision. En effet, Jorge Miguel pense au début avoir vécu cette aventure avec son grand-père jusqu'à ce qu'il apprenne que son grand-père ne l'a pas accompagné, la matinée de cette vision. Le véritable contenu du mythe reste inconscient. À partir de ce moment, je ne me suis plus rappelé de rien. En revenant à mon rêve, je me suis rappelé de l'essentiel à mon réveil, mais je l'ai ensuite oublié jusqu'à mon retour du premier voyage au Yucatan. On peut dire qu'il a marqué, comme pour Jorge Miguel, le début d'une nouvelle époque caractérisée par ma rencontre avec la société et l'histoire maya. L'archétype de l'oiseau-serpe marque donc une initiation, pour celui qui vit cette expérience, cette rencontre, et un infléchissement décisif du sens de sa vie qui peut apparaître comme la réalisation d'un destin. Upashkin, derrière le temps. D'autres récits ont des contenus plus explicites mais s'éloignent davantage du vécu. Ils ont la forme classique du récit mythique comparable au conte. L'un d'eux présente cependant des analogies frappantes avec mon rêve. Le récit met en scène un personnage mythique, ancêtre du lignage des Xiu, qui se transforme en serpent à plumes ou Kukulkan. Ce personnage va se réfugier derrière le temps soleil, Upashkin, d'où il reviendra un jour régner sur les peuples mayas 38. Dans mon rêve, l'oiseau-serpe était dans un lieu de l'autre côté du temps et m'avertissait d'une immortalité future. Le récit maya vient donner un contenu plus précis à mon rêve, le situant dans une séquence temporelle originelle. L'analyse détaillée de ce motif 39 permet d'identifier l'oiseau-serpe à une image du couple zéro-infini. Le zéro, c'est le serpent enroulé sur lui-même jusqu'à ne former qu'un point. L'infini, c'est le serpent qui se déroule jusqu'à devenir la Voie lactée, puis l'univers tout entier. L'ombre de l'oiseau-serpe à Chichen Itza. Autre avatar du mythe, la mise en scène qui a lieu chaque année en mars et en septembre, lors des équinoxes, sur la place centrale de Chichen Itza, devant le temple de Kukulkan. Cette mise en scène a été orchestrée par les architectes astronomes qui ont rendu possible, par leurs calculs, l'apparition de l'oiseau-serpe Kukulkan sur la façade du temple, le jour même de l'équinoxe. Il y a quelques 40 000 personnes qui font 2 fois par an ce pèlerinage. Elles ne savent pas très bien ce qu'elles viennent chercher en guettant cette ombre de l'oiseau-serpe qui leur apparaît peu à peu, mais elles participent ainsi à la plus importante des cérémonies mayas contemporaines. Viennent là certes des Mayas mais aussi des Mexicains, des Yucatèques et des touristes de diverses nationalités. Le dragon de Saint-Jacques. Mais l'archétype de l'oiseau-serpe renvoie aussi à l'image du dragon que l'on retrouve en Europe comme en Chine. Oiseau et serpent viennent se combiner à un troisième animal, le cheval. C'est bien un oiseau-serpent de cette espèce que chevauche San Dieguito, c'est-à-dire Saint-Jacques, le saint patron de Tecax, village du sud du Yucatan. Il s'agit de Saint-Jacques d'Alcala, moine franciscain qui vécut au XVIe siècle et mourut à Alcala où l'on vénère encore sa momie, produit, dit-on, d'un processus de décomposition naturelle car le saint mourut, incorrupto. La tradition populaire considère ce saint comme le petit frère du grand Saint-Jacques, le matamor, à accent circonflexe potre et patron de l'Espagne, et qui est aujourd'hui le patron de Alacho au Yucatan. Or, dans la tradition européenne, le grand Saint-Jacques, appelé encore Saint-Jacques de Compostelle, chevauche un cheval ailé galopant dans un champ d'étoiles, Compostelle égale Campus Stellae égale champ d'étoiles. Ce champ se confond avec la Voie lactée que l'on appelle aussi chemin de Saint-Jacques 40. Nous retrouvons ici une image de notre oiseau-serpent devenu oiseau-serpent tapir cheval 41, associé au sein de l'époque coloniale et contemporaine. Le cordon ombilical cosmique. Le dernier niveau peut-être de mon oiseau-serpent renferme le secret primordial. La nature féminine du serpent réside dans le rapport entre le serpent et le cordon ombilical cosmique. C'est vers lui que pointe la femme inconnue, celle du poème de Paul Éluard mais aussi de tous les poèmes d'amour du monde, de Majnun à Apollinaire. Ce mythe dans sa version maya raconte comment la mère primordiale mit au monde, en s'autofécondant, 2 jumeaux représentés l'un et l'autre aux 2 extrémités d'un cordon ombilical cosmique, serpent boa.
La mère garde un de ses fils, le plus vieux, avec lequel elle a des relations incestueuses, puis projette dans le monde le second fils qui se dédouble. Elle se transforme en une femme inconnue pour se donner à ses fils et les rendre pères. Ce que j'ai appelé l'Oedipe maya et qui est peut-être la forme fondamentale du mythe d'Oedipe, le mythe de l'invention du père. Si dans l'Oedipe grec, le fils tue son père pour se marier avec sa mère, la version maya est différente. La mère séduit ses fils avec lesquels elle enfante les premiers hommes. C'est en étudiant le mythe de la corde de vie et ses variations 42 que j'ai découvert cette association entre l'oiseau-serpe et le cordon ombilical cosmique qui nous relie à la mère originelle. Puis j'ai identifié ce cordon ombilical oiseau-serpent sur une série d'images figurant sur des vases mayas de l'époque classique représentant la mère cosmique, et qualifié de vase de la femme au serpent Snake Lady dans le corpus établi par Justin Kerr 43. Voir le chapitre 5 pour plus de détails sur la femme au serpent. 4. Les saints est successeurs des dieux. Comme l'écrivait saint Yves, les saints sont les successeurs des dieux. Ma thèse de doctorat, Les rêveurs d'eau, parlait essentiellement de saint Jacques et de la Vierge Marie. En ce temps-là, la plupart des chercheurs n'avaient pas encore compris, ce n'était pas à la mode comme aujourd'hui, que les saints étaient mayas et la tendance dominante des études était de cliver la religion maya en religion traditionnelle et religion catholique, laquelle regroupait tout ce qui avait trait au culte des saints. On peut voir des représentations de ces vases en consultant le site mayavase.com et en recherchant les vases correspondant à la légende, Snake Lady. Des copies de plusieurs de ces vases figurent au musée Champollion, les Écritures du Monde, à Figeac, l'eau. Les choses ont changé. Aujourd'hui, l'étude des saints est devenue à la mode, non seulement de ce côté de l'océan Atlantique mais aussi de l'autre côté. Les études se sont multipliées et le saint est devenu l'une des pistes de réflexion sur la religion, éclipsant même son ancêtre préhispanique. Mais cette nouvelle compréhension du saint arrive un peu tard, telle la chouette de Minerve, alors que bon nombre de communautés mayas sont en train d'abandonner leur saint pour se tourner vers la lecture de la Bible et son exégèse. De plus, il existe très peu de recherches approfondies sur les saints mayas et leurs racines préhispaniques. Ici encore, le manque de véritables études de terrain sur les communautés mayas explique probablement cette lacune. Pour comprendre cette relation, il faut mettre en rapport le saint patron avec l'histoire de son village. Le Christ noir d'Ishmul est un Bacab, fils aîné de la mère cosmique et maître du zéro. San Digito de Nunkini ou de Tekax est un Shak, distributeur de maïs et régulateur de la fertilité, et la Vierge de la naissance ou Natividad qui se trouve dans le Cénote 44 de Tabi, la Dame du lien, Ixtab, un des noms de la mère cosmique, chapitre 5. Mais ces identités mayas sont modernes. La religion populaire contemporaine travaille sur un fond ancien qu'elle actualise constamment. Si la variation est la règle, nous avons toute chance de trouver des variantes modernes de mythes anciens dont nous avons perdu la trace. 5 Dire et faire. Une autre ligne de recherche concerne la personne du H-men et de la X-men. Leur nom signifie celui-celle qui fait, que j'ai aussi traduit par le faiseur ou la faiseuse, reprenant un terme employé dans le célèbre roman de science-fiction Dune. Vivre c'est faire, comme je l'ai écrit dans une étude sur le rapport avec les ancêtres 45. Le faire avant le dire, c'est aussi le choix qu'a fait le français et d'autres langues indo-européennes en privilégiant le fabricant, l'homo faber, d'où les rapports profonds entre le forgeron et celui que l'on appelle aujourd'hui le chaman. Mais avec Austin, nous pourrions ajouter dire c'est faire 46. Bien qu'elle ne soit généralement pas mentionnée dans la littérature, le H-men yucatèque est consacré par une cérémonie initiatique, le pohol ou lavage de la tête que l'on peut qualifier de deuxième naissance, voire chapitre 2. On retrouve ici un parallélisme avec la tradition baptiste du baptême à l'âge adulte, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par certains groupes mayas. Le H-men sera un personnage central de ce livre, présent dans presque toutes les cérémonies et catholique fervent, d'un catholicisme maya comparable au catholicisme populaire des anciens Français. Le H-men, suivant son inspiration, réinterprète les rituels chrétiens en termes mayas et prépare le terrain à ses successeurs, les pasteurs et théologiens mayas, chapitre 7. Je n'ai pas pu encore étudier le travail du X-men 47 même si, ici et là, j'ai pu me rendre compte de leur importance. L'une d'elles m'a même affirmé qu'elle pouvait réaliser le shashak et tout récemment,
c'est une de ses filles qui a repris la tradition de Don Jazz, un des plus fameux ashmen de la région centrale. Elle réaliserait également des chachaks, mais plus au nord car dans la région centrale où elle réside, les gens n'acceptent pas encore d'être dirigés par des femmes. Tout au moins au niveau religieux car depuis quelques années, les dirigeants politiques sont de plus en plus des femmes, c'est le cas d'Ivonne Ortega, actuel gouverneur du Yucatan. Il existe plusieurs catégories de ashmen. L'une d'elles bat en brèche certaines de nos idées reçues, et réaffirme le caractère profondément métis de cette religion et ce, bien avant la conquête espagnole. Métis se dit en yucatèque Zahac. C'est aussi le nom du mélange d'épices qui est à la base des sauces et du mélange de graines qui pousse en milpa, les jardins en forêt des Mayas 48. Il s'agit du spirit, dont on commence tout juste à saisir l'ampleur de la présence en Amérique latine. On trouve des ashmen spirit ou espiritista un peu partout au Yucatan et en particulier dans les grandes villes, Cancún et Mérida. Le spirit est originaire de la culture occidentale et on lui connaît deux foyers principaux. Les USA et la France, plus précisément Lyon où il prend son essor avec la personnalité d'Allan Kardec. J'ai filmé à Lyon, introduit par mon amie Christine Berger, une cérémonie spirit contemporaine 49 et j'ai retrouvé Allan Kardec dans une litanie maya chantée par Juan Cobb, ashmen de Yaxcaba. Le spirit est en train de devenir la figure principale du ashmen car c'est une figure urbaine et son travail est lucratif. L'argent, dont je montrais déjà l'importance dans mon livre de 1990, est plus que jamais au centre des pratiques populaires. C'est, comme l'a bien indiqué Jean Monod, la pratique chamanique fondamentale des Blancs 50 et elle a conquis le monde entier. 6. Le nouvel esprit du capitalisme. Une autre ligne de recherche est liée à l'arrivée en masse du protestantisme. Cette conversion des Mayas yucatèques au protestantisme, mais le phénomène s'étend aux autres sociétés mayas, est en train de modifier en profondeur la pratique religieuse des Mayas mais cela n'implique pas, comme on l'a parfois écrit, une disparition du substrat maya. Comme pour le catholicisme, on est en train d'assister à une mutation en profondeur du paysage religieux, et il est possible que les changements qui se déroulent en ce moment soient comparables à ceux qui se sont déroulés au moment de la conquête espagnole. J'ai pendant longtemps résisté à analyser la période actuelle comme une période de changement décisif, principalement parce qu'il me semble que l'homme a tendance à surestimer les changements qui se produisent de son vivant par rapport aux changements à long terme. Peut-être suis-je en train de commettre cette même erreur que je dénonce, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à proposer aujourd'hui l'hypothèse d'un changement fondamental, non seulement pour la réalité maya mais aussi au niveau planétaire. Cela n'empêche pas qu'il nous faille continuer à mettre en évidence les continuités et à comprendre l'importance des changements survenus aux époques qui nous ont précédés. Le paysage religieux maya se recompose donc en relation avec le développement d'une nouvelle idéologie, associée à une nouvelle économie basée sur le règne de l'argent roi. 7. Tuntalon? Tux Cabinon? D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ai posé cette question lors de la présentation en maya de deux de mes films à Tamec, gros village près de Peto marqué à la fois par sa tradition paysanne et la migration massive de la jeunesse aux USA comme beaucoup de villages de cette région. C'est, je crois, cette question que doivent se poser les Yucatèques s'ils veulent avoir une chance de continuer à résister à ce qui apparaît comme une seconde conquête occidentale, qui s'annonce aussi dévastatrice que la première. Cette conquête est d'autant plus dangereuse qu'elle se fait au nom de l'universalité et de la modernité. Elle prend différentes formes. A. L'argent devient la valeur principale et il convient de se rappeler qu'en logique maya comme en logique européenne, l'argent a toujours été la part du diable. Il est vrai qu'aujourd'hui on entend de nouveaux arguments tels que la religion catholique a toujours été culpabilisée par l'argent. Il s'agit de surmonter cette culpabilité issue de notre conscience malade. C'est, comme l'a bien montré Max Weber, le toujours nouvel esprit du capitalisme qui souffle déjà depuis plusieurs siècles. Nous n'éviterons pas en effet une analyse démystificatrice de l'argent, de ses pouvoirs et de son histoire, à la fois matérielle et symbolique. Comment penser ce corps de métal en continuité avec le corps animal? Mais aussi quelle rupture annonce-t-il et développe-t-il? B. Aujourd'hui,
La scolarité obligatoire va probablement entraîner dans 20 à 30 ans, peut-être moins, la quasi-disparition des Ashmen. Avec cependant un espoir de survie sous la forme du Spirit urbain 51, sauf à envisager un improbable événement qui viendrait les sauver in extremis. Par exemple, une spécialité de médecine traditionnelle dans le cursus universitaire de médecine qui permettrait à de jeunes étudiants mayas de devenir à la fois des praticiens modernes et des Ashmen. Ou, dans un secteur moins institutionnel, l'explosion des médecines naturelles en liaison avec la crise écologique de la planète, qui rendrait à nouveau attractif le métier de yerbatero, herboriste, un des noms espagnols du Ashmen. L'école et l'éducation nationale ont pour objectif de jouer le même rôle au Yucatan qu'en Europe, à savoir l'élimination définitive de la culture traditionnelle en conquérant de l'intérieur les esprits, même si, ici et là, on développe tel ou tel enseignement en maya. Reste la langue qui, au Yucatan, résiste, à tel point que les pasteurs, toujours pratiques, évangélisent en maya et incitent leurs fidèles à lire et commenter la Bible en maya. Cela sera-t-il suffisant pour préserver une identité maya? Et quelle identité maya doit-on préserver? Le maître d'école et le professeur de collège et de lycée, malgré leurs bonnes intentions, pourraient bien se révéler des ennemis aussi dangereux et aussi pernicieux que le prêtre dans cette nouvelle étape de l'évangélisation des peuples d'outre-mer. La société aura-t-elle la force de s'insurger contre l'école et de proposer une éducation nouvelle? Ou bien l'école aura-t-elle raison des derniers bastions populaires que les curés n'ont pas pu conquérir? 8. Philosopher en maya. Il faut non seulement parler en maya, mais philosopher en maya, disais-je lors de ma tournée des collèges et des lycées pour présenter l'encyclopédie de la mythologie yucatèque 52. La philosophie est une autre possibilité pour la culture maya d'affronter la modernité. Dans le tome 15 de l'encyclopédie, j'ai présenté une cinquantaine de concepts mayas. Le plus important peut-être et l'un des plus originaux est le concept de sui que l'on peut traduire par pur, original, et originel, vierge, sacré. Lors de ma soutenance de thèse, un des membres du jury s'indignait de ma traduction de sui par vierge, car disait-il, dans le dictionnaire Cordemex, il ne jurait que par le Cordemex, excellent dictionnaire des sources coloniales qu'il utilisait allègrement comme bréviaire de maya contemporain, ignorant tout de la langue yucatèque, il faudrait traduire l'expression sueita par redevenir vierge. Comment peut-on redevenir vierge? Ironisait-il. C'est précisément là le mystère de Sui. Sui est lié à la conception maya du temps. Il y a un temps hors du temps, appelons-le avec les Grecs et Henri Maldinet 53, l'aion, ou encore le zéro, un temps linéaire orienté suivant une flèche, comme le dit Prigogine, et un temps cyclique, à l'intérieur duquel s'enchâssent des cycles de différentes durées, cycles longs et cycles courts selon les théories des économistes modernes, de Kondrassiev à Paul Bocara. Périodiquement, le monde est replongé dans le sui. Les physiciens diraient aujourd'hui que le Big Bang est cyclique, et que chaque trou noir est la promesse d'un Big Bang local. Cela arrive aussi tous les jours et toutes les nuits et plus précisément à deux moments bien précis. Sui Akab, minuit et Sui Kin, midi. La nuit est hors du temps et midi est une heure nocturne, au milieu de la journée, lorsque l'excès de lumière aveugle. Comme l'exprimait avec humour cet ancien à qui un fonctionnaire demandait son âge. J'ai 40 ans. 40 ans, comment est-ce possible, vous en paraissez le double. Oui, mais je ne compte pas les nuits. Sui est un terme énigmatique et c'est pour cela qu'il renvoie à la racine sui clôture, d'où dérive suiwa, l'énigme, et qui désigne un genre de la littérature orale et écrite yucatèque. Suiwatan, la parole énigmatique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.